Merci beaucoup, merci de m'accueillir, d'avoir regardé ma présentation. J'ai un peu honte de passer derrière mon collègue parce que moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas chercheur d'ailleurs, je suis enseignant de SVT dans un lycée à Châtelet, à Douai. Mais j'ai une expérience un peu à l'interface de différentes disciplines de recherche, à l'interface aussi entre recherche et gestion. Et cela a nourri un petit peu un certain nombre de questionnements que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Donc voilà, je suis à l'interface avec l'Université de Lille et la Suisse pour un doctorat actuellement, mais ce que je vais vous présenter n'a pas de lien avec mon doctorat et mon travail de recherche. Hop. D'abord, il y a le constat qu'on partage du problème, c'est-à-dire, attendez, je vais juste essayer de dézoomer. Voilà, on vous voit comme ça. Donc, un problème avec un certain nombre donc, de crises qui sont interconnectées, climatiques, environnementales, socio-économiques, etc. La deuxième question, c'est qu'on est maintenant dans un monde d'une grande complexité, c'est-à-dire on a des systèmes complexes à gérer, qu'ils soient des systèmes d'information, des systèmes socio-économiques avec une mondialisation qui complexifie le problème. Évidemment, aujourd'hui, on tient compte des écosystèmes qui sont en soi des systèmes extrêmement complexes, donc on a finalement un ensemble extrêmement compliqué à gérer. Peut-être qu'on ne peut pas le gérer de la même manière qu'on faisait les choses il y a 50 ans. Ensuite, il y a une forte incertitude dans les résultats des actions qui sont mises en place. Avant, on avait une vision très harmonieuse des choses. Les choses ne bougeaient pas, et puis on agissait, hop, ça changeait, et puis ensuite, ça ne bougeait pas pendant un certain temps. La réalité, vous vous en doutez bien, est un système dynamique avec de la variance, avec de la variabilité. Et si on agit un peu sur la moyenne, éventuellement sur la variance, mais tout est extrêmement dynamique. Donc ça, c'est le problème général. Comment on va identifier des solutions qui sont durables, qui sont efficaces face à ces crises complexes interconnectées? Que fait actuellement le système actuel, le système démocratique classique, politique classique? D'abord, aujourd'hui, ce que l'on constate dans différents domaines d'action publique, c'est que la prise de décision, elle est essentiellement soumise à l'expertise, l'expérience individuelle des gestionnaires. C'est-à-dire qu'ils font comme ils ont toujours fait ou comme ont fait leurs collègues à partir de leur expérience de travail. Et que là, les savoirs scientifiques, c'est une portion congrue de ce qui va entrer dans la prise de décision. La deuxième idée, c'est qu'aujourd'hui, la prise de décision, elle est contrôlée par des rapports de force entre des idéologies opposées qui s'opposent, je suis pour, je suis contre, c'est binaire, qui c'est qui gagne, et puis celui qui gagne change. Est-ce que ça, c'est apte à résoudre des problèmes complexes au-delà d'aspects binaires? On peut se poser la question. Et puis aussi, de plus en plus de recours à des cabinets privés d'experts, puisque eh bien, ces oppositions binaires n'ont pas les moyens et les savoirs suffisants pour comprendre ces crises complexes. Et donc, ça ne marche pas très bien, cette affaire. Et en plus, derrière ça, il y a un manque d'explicitation des choix, c'est-à-dire pourquoi a-t-on fait ça? Donc, il doit faire de la pédagogie, faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça, mais c'est qu'en fait, derrière, les choix qui sont faits ne sont pas explicités, ils ne sont pas réellement argumentés. Et donc, les conséquences que ça a, tout d'abord, c'est une efficacité aléatoire des décisions qui sont prises. Là, je vous montre un exemple en gestion des populations et des espaces, où, en fait, les espèces, espaces protégés, n'améliorent pas vraiment leur statut de conservation. C'est pareil, hein, ça fait maintenant 30-40 ans qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes de pauvreté, d'extrême pauvreté, qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes d'illettrisme. Donc ça ne marche pas, en tout cas ça ne marche pas bien. Et donc ça nourrit, vous en parliez tout à l'heure, hein, cette défiance démocratique face à l'impuissance, n'arrive pas à avancer, à résoudre des problèmes. Et donc, ça nourrit ce malaise démocratique dont on en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études. C'est ce que, j'imagine, votre projet pluridisciplinaire va essayer de mieux comprendre. Mon approche ici, c'est qu'il y a une autre démarche qui pourrait influencer le fonctionnement démocratique, qui est la démarche scientifique, qu'on pourrait en discuter, mais qu'on pourrait définir par une construction collective, argumentée, de savoir qui sont universels, et puis qui sont perpétuellement mises à jour. Et donc, dans cette définition de la science, j'espère que vous la partagez, mais on a la dimension collective, déjà, qui est fondamentale dans cette histoire de participation démocratique. On a cette dimension universelle qui fait que ce n'est pas chacun qui va décider dans son petit précaré ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et puis, on a aussi cette mise à jour perpétuelle en fonction des changements de contexte. Et donc, l'idée, c'est que cette démarche scientifique, dans ses propriétés, elle offre peut-être une occasion à la démocratie de, entre guillemets, s'améliorer. En plus, il semble que l'essentiel de la population semble avoir confiance, entre guillemets, dans cette démarche pour questionner la démocratie.
Il y a différents chercheurs et personnalités qui ont interrogé le rapport entre science et démocratie. Je vous mets mis des références derrière. Mais à la lecture, qui est très intéressante de ces ouvrages, on manque de dispositifs concrets. On manque de choses assez concrètes qui sont faites au quotidien. Et donc mon travail, puisque j'étais à l'interface de différents domaines, c'est de relier ensemble ces différents dispositifs qui existent déjà et voir si ensemble ça peut donner quelque chose de cohérent, malheureusement un peu théorique. Le premier dispositif que vous connaissez tous, c'est le dispositif donc, de l'évaluation scientifique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éclairer les décisions au-delà de l'expertise individuelle. Et donc là, c'est le grand ensemble de la gestion des politiques publiques éclairées par les savoirs scientifiques, ce qu'on appelle en anglais les evidence-based policy. Et donc là, l'important, c'est, une fois qu'on a un problème à résoudre, eh bien, on va rechercher dans la littérature scientifique les savoirs quelles sont les options les plus appropriées pour répondre à ce problème-là. Et puis, une fois qu'on a choisi, évaluer ce qu'on a mis en place pour savoir est-ce qu'on a finalement été efficace dans notre travail. Donc, vous connaissez, je pense, ce cadre-là. L'intérêt, c'est qu'il y a des méthodes qui sont explicites, qui sont reproductibles et qui permettent finalement d'évaluer proprement cette action publique avec différents degrés d'évidence, différents degrés de protocole selon ce que l'on a à disposition. C'est déjà appliqué, ça, dans un certain nombre de domaines, notamment le milieu médical, et c'est le... Excusez-moi. Le milieu médical, qui est peut-être le milieu qui a démarré un peu cette histoire-là. Là, j'ai mis un exemple avec les angines, qui, vous savez, donc, à 80% virales, et puis pendant très longtemps, dans les années 90, on soignait ça avec des antibiotiques. Et la mise en place des tests diagnostiques, et surtout des travaux de revue systématique, puis de formation de médecins, ont réussi à changer ces pratiques-là et à soigner maintenant, à essayer de faire des tests à chaque fois qu'on arrive avec une angine pour limiter le traitement antibiotique. Ça existe aussi bien et de plus en plus en gestion des écosystèmes. L'avantage que ça a, c'est une efficacité renforcée, c'est aussi la construction de nouveaux savoirs et enfin une argumentation à la prise de décision. Par contre, ça a un coût humain et financier évident. Ça exige des mises à jour régulières. Et puis, comme il y a derrière ça des protocoles d'évaluation semi-expérimentaux, il y a des risques quand même de simplification, de réductionnisme ou de généralisation atypique auxquels il faut faire attention. Le deuxième dispositif fort, c'est l'adaptation. C'est-à-dire adapter les décisions au fur et à mesure des changements de contexte, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans j'essaye un truc, ça ne marche pas, je change de camp, je fais autre chose parce que le camp d'avant, il ne faisait pas très bien. Ça, c'est le cadre général de la gestion adaptative, c'est-à-dire qu'on va inclure des fonctionnements explicités de modifications au fur et à mesure des pratiques qui sont faites à partir des connaissances acquises. Donc c'est le même truc que tout à l'heure, mais avec une dimension itérative supplémentaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a choisi une action puis évalué, eh bien, je rajoute la partie à la fin, c'est-à-dire la partie je modifie les actions au fur et à mesure de l'apport de connaissances. Vraiment cette dimension itérative qui est inclue dans la démarche. Ça, c'est déjà appliqué, mais beaucoup moins. Et notamment en gestion des écosystèmes, là, c'est des exemples sur la gestion des oiseaux d'eau en Amérique du Nord, mais c'est assez mal réalisé. Il y a très peu d'exemples concrets efficaces et il y a des barrières un peu importantes. Les avantages, c'est qu'on a les mêmes avantages que les dispositifs d'évaluation, mais on intègre cette adaptation au changement de contexte et au changement de temps. On prend en compte les incertitudes et aussi on empêche le réductionnisme et la généralisation parce que justement, c'est adaptable en fonction des contextes locaux et en fonction des résultats obtenus. Et bien sûr, une politique de long terme. Les limites, c'est encore une fois ce coût humain et financier, mais ça va nécessiter des acteurs qui sont sensibilisés à ces démarches de long terme. Et puis, le plus difficile, c'est la concertation entre des acteurs différents, notamment autour de la question des objectifs. Et donc, on arrive à ce troisième dispositif qui est fort et qui est la participation, c'est-à-dire inclure des citoyens dans cette gestion-là, qui est une demande, comme vous venez de le répéter. Il y a donc ce troisième grand ensemble, dont vous êtes un des représentants, et il y en a d'autres dans la salle, sur les recherches actions participatives, c'est-à-dire un cadre méthodologique, un cadre conceptuel qui permet d'inclure des citoyens pour participer à des recherches qui vont agir en cité, qui vont agir dans la vie de la cité, avec des dispositifs
qui permet d'améliorer la concertation entre les acteurs, de faire émerger une meilleure compréhension des problèmes de chacun, de rendre possible le dialogue. Et ça, c'est appliqué dès à présent en sciences humaines et sociales notamment, en agriculture, en aménagement du territoire, en politique de la ville, etc. Les avantages, c'est que là, on rend possible la coopération entre acteurs qui ne se parlent pas forcément à l'aide de dispositifs qui permettent notamment de partager, vous en parliez tout à l'heure, des pratiques discursives différentes, etc. Ça favorise l'empathie, l'écoute entre des acteurs opposés, et puis ça fait travailler finalement ces questions de confiance en la démocratie. On a toujours malheureusement ce coût financier, le temps nécessaire de ces processus, et ça nécessite des compétences de médiation, d'écoute, de mettre ensemble des acteurs, et ça, c'est difficile. Et donc, mon objectif, à travers mon expérience, c'est de regrouper ces différents dispositifs, vous en parliez tout à l'heure, qui sont assez déconnectés, avec des équipes de recherche qui ne se parlent pas vraiment, de les mettre ensemble au sein d'un modèle général, où on aura les étapes principalement exécutives de gouvernement telles qu'actuelles, des étapes principalement politiques avec le rôle des représentants élus, mais à laquelle on va inclure cette dimension scientifique forte, prise en charge par des scientifiques, qu'ils soient des chercheurs académiques ou bien des fonctionnaires de formation scientifique, et puis encore une dimension participative. Voilà donc les différentes étapes de cette proposition de modèle qu'on pourra évidemment travailler et discuter. Première étape forte, c'est la définition des objectifs. Aujourd'hui, il y a des débats forts sur qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut relever l'âge de départ à la retraite ou relever les pensions, mais il y a assez peu de débats sur ce que l'on veut, quels sont les objectifs à terme de ces actions-là. Donc la première étape pourrait être des projets de recherche-action participative qui permettent de mieux délimiter un problème grâce aux acteurs concernés. Complété par des travaux scientifiques de synthèse qui font un état de fait et de savoir sur quel est le problème, qu'est-ce qu'on sait déjà de ce problème-là. Et grâce à la mise ensemble de ces deux premières étapes, eh bien, présenter les résultats qui existent et ce que l'on sait déjà à des représentants politiques qui seraient donc formés pour comprendre les problèmes. Et une fois formés, ils pourraient mettre en place un débat sur quels sont nos objectifs, où est-ce qu'on veut tendre. Et bien sûr, un vote final. Ce vote, il pourrait soit être assuré par les élus, soit par des citoyens auxquels on soumet des objectifs, voire même différents objectifs en contradiction. Je ne sais pas combien j'ai de temps encore. Donc, je suis désolé, je vais passer mon exemple concret, mais pour pouvoir aboutir ma présentation, je pourrais y revenir si nécessaire. L'important de cette première étape, c'est recentrer le débat public sur la question des objectifs avant la question des moyens opérationnels pour y répondre. C'est de savoir qu'il y a des dispositifs qui ont déjà été testés, des institutions qui existent déjà, donc notamment la Commission nationale du débat public et des conventions citoyennes qui ont déjà été testées, vous venez de le dire. Et puis des méthodes et des ressources scientifiques qui existent déjà. Monsieur Bocquet, hier, vous a parlé, je n'étais pas là malheureusement, mais peut-être des boutiques des sciences ou d'un certain nombre de soutiens scientifiques qui existent déjà. La deuxième étape, on reprend ce dispositif d'évaluation, donc c'est choisir des actions publiques éclairées par les connaissances. On peut rajouter une première étape participative parce que les citoyens peuvent permettre d'aller choper toutes les alternatives envisageables et même certaines qui n'ont pas été envisagées. Étape 2.2, à l'aide de ces savoirs scientifiques et notamment des méta-analyses ou revues systématiques, évaluer toutes les options alternatives a priori en termes d'efficacité, de faisabilité et d'acceptabilité. Et à l'aide de toutes ces informations, les représentants vont pouvoir construire un arbre de décision argumenté. Je sais ça de telle stratégie, je sais ça de telle autre. Pour répondre à l'objectif, nous allons choisir telle stratégie. Et ensuite, ces stratégies, cet arbre de décision, il est présenté à tout le monde et il est réalisé. Je passe mon exemple. L'avantage ici, ce qui est à retenir, c'est que, donc, encore une fois, les méthodes et les institutions, a priori, existent à peu près déjà. Et l'important ici, c'est qu'on va valoriser des compétences publiques plus que des cabinets. C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires, il y a des chercheurs, il y a des citoyens qui ont des compétences, qui ont des connaissances pour permettre de mieux identifier ces solutions. La deuxième idée importante, c'est d'expliciter les arbres de décision qui amènent à une certaine mise en place. L'étape 3, toujours dans cette évaluation, mais cette fois-ci a posteriori, on a mis en place une action et on l'évalue.
sauf que le protocole d'évaluation, il est fondamental qu'il soit établi en amont ou en même temps que la stratégie d'action, sinon c'est trop tard. Et on inclut ici les citoyens pour produire des données sur cette évaluation. Parce que ça coûte cher, c'est compliqué d'évaluer. Si on inclut les citoyens dans la production de données, l'étape 3.2, eh bien, on peut obtenir des résultats intéressants. On retourne à une dynamique scientifique où il faut bien sûr analyser, synthétiser ces résultats avant qu'ils soient présentés. Là encore, les méthodes, les ressources sont déjà disponibles. Les dispositifs de sciences participatives existent déjà dans certains domaines. Il faut un certain nombre de preuves. Par contre, ça demande un changement de fonctionnement dans les institutions et notamment passer de ces essais ou de ces expériences qui ne sont en fait que des essais avant généralisation à de vraies expériences scientifiques. On va essayer d'évaluer proprement les conséquences des différentes actions. L'étape 4, une fois qu'on a évalué ces stratégies, eh bien, améliorons les actions publiques au fur et à mesure. Donc, l'étape 4.1, c'est où est-ce qu'on en est. Et puis, l'étape 4.2, qui est fondamentale, c'est réinterroger les actions qui ont été choisies et qui ont conduit aux politiques précédentes. Et donc, je modifie l'arbre de décision qui a été préalablement établi parce que, avec l'évaluation, j'ai modifié ma mesure d'efficacité ou de faisabilité ou d'acceptabilité des différentes options alternatives. Et donc, eh bien, dans mon arbre de décision, ça bouge et c'est plutôt une autre stratégie qui va a priori être favorisée. Mais ça nécessite de recommencer le raisonnement et donc de recommencer les étapes 2 et 3. À retenir, c'est que ça permet une action publique de long terme. Ça fait accepter de faire des erreurs et des incertitudes. C'est pas normal que nos responsables politiques ne soient pas capables d'assumer, bah voilà, je peux pas tout savoir, je peux pas tout, donc je vais me bourrer nécessairement. Mais il faut apprendre de cela. Les institutions, elles existent déjà. L'Institut des politiques publiques, l'Office parlementaire d'évaluation des choix, ce sont des structures qui, enfin, je les connais pas bien, je suis pas spécialiste, mais qui, a priori, peuvent interroger les politiques publiques et les évaluer. Par contre, encore une fois, ça demande un changement réel de paradigme autour d'une action publique qui pourrait être adaptable, modifiable en fonction des résultats et des contextes. Et je termine avec une dernière étape, c'est la confrontation donc, des modèles aux données. C'est-à-dire que dans ces arbres de décision, il y a implicitement des modèles de réflexion et des modèles qui amènent à choisir. Je pense notamment aux modèles socio-économiques dominants. Et ces modèles, ils ne sont pas forcément réinterrogés scientifiquement à la hauteur de leur vraisemblance, c'est-à-dire leur capacité à reproduire et comprendre le réel. Et donc l'important dans cette étape 5, c'est ne pas faire que réinterroger l'efficacité des actions, mais de aussi interroger les modèles qui sous-tendent le choix des actions. Et ça, les citoyens peuvent participer à cela, je me suis trompé de la couleur, en questionnant ces modèles, en les critiquant en parallèle du monde de la recherche. Et donc, la suite, c'est si je réinterroge les modèles, eh bien, je dois reconstruire mon arbre de décision, et donc je dois recommencer mes différentes étapes en partant du début. Et donc, à retenir ici, l'important, finalement, c'est de s'inspirer du scepticisme scientifique et de toujours réinterroger, finalement, les modèles qui sont implicites, et donc, notamment, notre fameux capitalisme libéral qui, peut-être, a, dans certains choix d'action, a influencé, on pense au ruissellement des riches vers les pauvres, on pense, peut-être, je ne sais pas, à la concurrence, qui n'a pas forcément conduit les résultats obtenus, et donc, peut-être, ces modèles doivent être réinterrogés de manière scientifique en termes de vraisemblance. Donc voilà ce nouveau cadre de réflexion pour pouvoir avoir une gestion qui serait scientifique et participative des politiques publiques. Je ne sais pas ce que ça vaut, vous êtes là pour m'aider à en discuter. J'ai essayé que ça soit réaliste, que ça soit opérationnel, argumenté, je ne sais pas si c'est pertinent. Mon objectif, c'est donc là, de proposer finalement un écrit. Vous pouvez le regarder si vous avez le temps. Je sais que vous êtes tous très occupés, mais le lire et me faire des commentaires pour que je puisse le modifier, etc. Je vous remercie de votre attention.